L'Amérique est une terre qui, à partir de l'expérience de la violence, va réaliser sa vocation, être terre de paix et de liberté. Les tout premiers peuples indiens natifs de ce continent, ou paléo-indiens, se trouvaient là 15 000 ans avant notre ère. Au fur et à mesure de la Révolution, ils en arrivèrent à jeter les bases d'une société non violente. Le groupe des Iroquois composé de 6 nations indiennes, les Mohawks, les Oneida, les Onondaga, les Cayuga, les Sénéca et les Tuscarora, avaient déjà réalisé les États-Unis d'Amérique, en se rassemblant autour d'une loi de la paix, la grande loi qui lie. Ils avaient même évoqué la place qu'ils réservaient à de futurs arrivants, afin de partager leur paix avec ces derniers. Cette édification des États-Unis va beaucoup inspirer en 1776 Benjamin Franklin, Thomas Jefferson et John Adams, qui s'inspirèrent de la Grande Loi pour rédiger la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Les pères de la Constitution américaine les imiteront en 1787. Puis, ce sera au tour de Marx et d'Engels, grâce aux travaux de l'anthropologue américain Lewis Henry Morgan, de se passionner pour cette société sans État où tous sont égaux et libres, y compris les femmes. De cette passion pour la société sans État naîtra le livre d'Engels, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. En Europe, il se produira à partir du XVIe siècle un phénomène d'intolérance religieuse, politique, économique, très cruel, qui entraînera l'exode vers l'Amérique de tout individu épris de paix et de liberté. De tous ces peuples qui vont se ruer vers l'Amérique, seul William Penn répondra à l'appel des Indiens. Tous les autres furent conformes à leur héritage de violence et tous furent dans sa reproduction. Ils seront dans cette logique de bonheur qui consiste à faire subir aux autres ce que l'on a subi, avant qu'ils ne nous fassent revivre l'expérience du mal subi. C'est ce qui nous permettra de demeurer dans le bonheur. À partir de là, on verra 3 types de peuples émerger. Les natifs américains réduits à vivre dans les réserves, les Noirs exilés involontaires et les Européens exilés volontaires. Les lois, l'économie et la violence vont façonner le pays qui connaîtra tout d'abord l'instauration de l'esclavage, ensuite la ségrégation. Bien que les pères fondateurs de la Constitution américaine aient lutté de toutes leurs forces pour une Amérique libre, ils ne purent cependant pas éradiquer les lois ségrégationnistes qui continuaient toujours à être en vigueur dans les États du Sud. Ce Sud agricole utilisait une main-d'œuvre essentiellement constituée de Noirs, contrairement au Nord, industrialisé, où il n'existait pas moins une autre forme de ségrégation, dissimulée et subtile. Dans le Nord, le Noir avait fini par comprendre avec indignation que la discrimination subtile et sournoise du Nord était aussi humiliante et pernicieuse que les péchés manifestes, étalés au grand jour par le Sud. Dans le Sud, le cri était en train de se faire entendre pour revendiquer les droits du Noir dans les lieux publics, l'abolition de la discrimination dans les hôtels, les motels, les écoles, les parcs. Dans le Nord, le cri s'élevait pour réclamer le droit à la promotion individuelle, l'élimination d'une ségrégation scolaire de facto, la fin de toute discrimination dans le logement et l'emploi. Au-delà des institutions, des hommes libres et engagés ont essayé de trouver de solutions à ces maux de la société. Ainsi, David Thoreau fera partie des hommes qui vont jeter les bases d'une démarche non violente en appelant les gens à la désobéissance civile. Ici, avec ce courageux refus d'un homme de la Nouvelle-Angleterre de payer ses taxes et son choix de la prison plutôt que de soutenir une guerre qui étendrait les territoires de l'esclavage au Mexique, j'ai eu mon premier contact avec la théorie de la résistance non violente. Fasciné par l'idée de refuser de coopérer avec un système maléfique, j'ai été si profondément bouleversé que j'ai relu le livre plusieurs fois.
Sur près de 300 ans, l'Amérique va vivre au rythme de la ségrégation, de la discrimination raciale et de la différence raciale, tous égaux mais différents. C'est dans ce contexte que l'homme qui allait ébranler l'Amérique et le reste du monde usera de la non-violence pour faire prendre conscience aux oppresseurs comme aux opprimés de la réalité de la fraternité enrichissante. Martin Luther King. Martin Luther King naquit le 25 novembre 1926 à Atlanta en Géorgie. Bien que vivant dans un cadre où la discrimination raciale constituait la loi de l'existence, il évolua au sein d'une famille, père, mère, grand-mère, où l'amour, la compassion, l'écoute, la solidarité trouvaient leurs racines dans les enseignements du Christ. Il dira de cette vie: « J'ai pu être scolarisé de bout en bout, sans jamais devoir quitter l'école pour travailler ou toute autre raison. Les 25 premières années de mon existence ont été très agréables. Si j'avais un problème, je savais que je pouvais en parler à papa. Il aplanissait les difficultés. La vie m'était donnée comme un cadeau de Noël. Cela ne veut pas dire que je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Loin de là. J'ai toujours éprouvé le goût pour le travail et j'ai passé mes vacances d'été à travailler. » Martin Luther King dit à propos de sa mère: Elle a instillé à ses enfants, dès leur âge le plus tendre, un sentiment de dignité. Elle m'a appris à me considérer comme une personne à part entière, tout en m'enseignant que, par ailleurs, j'allais en dehors de chez moi me trouver en face d'un système qui, chaque jour, me jetterait au visage: tu es moins que, tu n'es pas égal à, tu vaux autant que n'importe qui. Et à propos de son père: j'ai rarement eu l'occasion de rencontrer une personne plus dénuée de crainte, plus courageuse que mon père, en dépit du fait qu'il s'inquiétait pour moi. Il n'a jamais manifesté aucune peur devant certains individus despotiques et brutaux de la communauté blanche. Si ceux-ci lui adressaient quelques propos insultants, il leur faisait savoir sans détour qu'il n'aimait pas ça. Ce que j'admire le plus chez papa, c'est l'authenticité de son tempérament de chrétien. Il possède une véritable intégrité, un profond attachement à des principes moraux et éthiques. Il est consciencieux dans tout ce qu'il entreprend. Tout le monde, même les personnes qui réprouvent sa franchise, est contraint de reconnaître la sincérité de ses mobiles et de ses actes. Il n'hésite jamais à dire la vérité et à proclamer ce qu'il pense, même si ses paroles peuvent blesser. Cette réputation de franchise pousse souvent des gens à le craindre vraiment. J'ai entendu des jeunes comme des vieux me dire: « J'ai une peur bleue de ton papa. » En vérité, il est sévère à bien des égards. Mon père a toujours manifesté un grand intérêt pour les droits civiques. Il a été président de la section locale de la NAACP à Atlanta et il a toujours milité pour des réformes sociales. Avant ma naissance, il avait décidé de ne plus monter dans les autobus de la ville après avoir assisté à certaines brutalités dont les passagers noirs avaient été victimes. C'est lui qui a pris la tête de la lutte à Atlanta pour obtenir l'égalité des salaires des enseignants. Il a joué un rôle prépondérant dans les tribunaux pour faire supprimer la ségrégation dans les ascenseurs dits de Jim Crow. Comme pasteur de la paroisse baptiste d'Ebenezer, mon père a exercé une grande influence sur la communauté noire et s'est peut-être assuré le respect réticent des Blancs. En tout cas, ceux-ci ne l'ont jamais agressé physiquement, alors que nous grandissions dans une atmosphère chargée de tensions. Devant son exemple, il n'est pas surprenant que j'ai appris moi aussi à haïr la ségrégation, car je la tenais à la fois pour inexplicable rationnellement et injustifiable moralement. La particularité de Martin Luther King par rapport aux autres êtres de paix réside dans la précocité de son éveil de la conscience. Il a toujours en effet été dépourvu du bon sens qu'Einstein analysait en ces termes. Ce qu'on appelle le bon sens est en fait l'ensemble des idées reçues qu'on nous a inculquées jusqu'à 18 ans. Très tôt, à l'âge de 6 ans, un événement majeur allait éveiller en lui une conscience du problème racial,
qui dans une Amérique qui comptait près de 300 ans d'âge, avait fini par devenir, aussi bien aux yeux des Noirs qu'aux yeux des Blancs, le bon sens de la vie. Personne ne songeait à critiquer ou à remettre en cause cette nouvelle organisation sociale basée sur la différence. En effet, depuis l'âge de 3 ans, j'avais un camarade blanc qui était à peu près de mon âge. Nous nous étions sentis libres de jouer ensemble. Il ne vivait pas dans notre quartier, mais il venait généralement dans le coin tous les jours. Son père possédait une boutique de l'autre côté de la rue, en face de chez nous. À l'âge de 6 ans, nous sommes allés tous les deux à l'école, dans des écoles séparées, évidemment. Je me souviens de la manière dont notre amitié s'est mise à s'effriter dès que nous sommes entrés à l'école. Ce n'était pas de mon fait, mais du sien. La rupture a été consommée le jour où il m'a annoncé que son père lui avait demandé de ne plus jouer avec moi. Je n'oublierai jamais quel choc immense cela m'a causé. J'ai immédiatement interrogé mes parents sur les raisons mystérieuses de cette déclaration. Nous étions à table pour le dîner lorsque la situation a été abordée. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai découvert l'existence du problème racial. Je n'en avais jamais eu conscience auparavant. En écoutant mes parents évoquer certaines des tragédies qu'avait entraîné ce problème et les humiliations qu'ils avaient dû subir eux-mêmes, je me suis senti fortement bouleversé et j'ai pris la résolution de haïr toute personne blanche. À partir de ce moment-là, plus je grandissais, plus ce sentiment se renforçait. Mes parents ne cessaient de me dire que je ne devais pas haïr les blancs et que mon devoir de chrétien était de les aimer. Mais la question avait surgi dans mon esprit. Comment aimer une race de gens qui me haïssaient et qui étaient responsables de ma rupture avec l'un de mes meilleurs amis d'enfance? Cette question a continué de me préoccuper pendant de nombreuses années. à partir de ce jour, Martin Luther King va sortir du cadre parental avec toute cette sagesse parentale et prendre le chemin de la formation du bon sens, mais avec un esprit qui sera critique à chaque étape de son évolution. C'est comme si cette éducation avec ses parents avait insufflé en lui ce que Socrate disait. Créer une tension dans l'esprit des individus afin qu'ils se libèrent des chaînes imposées par les mythes ou les demi-vérités et s'élèvent jusqu'au libre domaine où règne l'analyse créatrice et l'appréciation objective. De même, après la mort de sa grand-mère, qui fut un événement majeur aussi, il se souvient de sa réflexion sur l'immortalité. Je me suis mis à parler longuement de la doctrine de l'immortalité. Mes parents avaient tenté de me l'expliquer et j'étais certain que d'une façon ou d'une autre, ma grand-mère vivait encore. C'est sans doute la raison pour laquelle aujourd'hui je crois tellement fort à l'immortalité de la personne. Plutôt que de subir une religion d'autorité, celle de l'Église, et de se dire « je suis chrétien parce que mes parents le sont », il usa de son esprit critique pour découvrir ce qu'était le fondamentalisme, où toute forme de critique était bannie. À 13 ans, j'ai scandalisé ma classe à l'école du dimanche en rejetant l'idée de la résurrection corporelle de Jésus. Les doutes avaient commencé à surgir implacablement. Les leçons que l'on m'enseignait à l'école du dimanche s'inscrivaient dans le droit fil du fondamentalisme. Aucun de mes professeurs ne doutait jamais de l'infaillibilité des Écritures. Il connut la dure réalité de la ségrégation raciale dans les écoles, la dure ségrégation raciale dans les transports, la dure ségrégation raciale dans les lieux publics, les bibliothèques, les restaurants, les stades, les collèges, les universités, les hôpitaux ou encore les usines. C'est tout à fait vrai qu'une loi ne peut obliger quelqu'un à m'aimer, mais elle peut l'empêcher de me lyncher. Laissons les lois de Jim Crow nous décrire comment la ségrégation raciale était vécue. Pour les infirmières, aucune personne ou société n'exigera de n'importe quelle infirmière féminine blanche de travailler dans les salles d'hôpitaux, publics ou privés, dans lesquelles des nègres sont placés. Dans les autobus, toutes les stations de cet État, quelle que soit la compagnie de transport, devront avoir des salles d'attente et des guichets séparés
pour les blancs et pour les personnes de couleur. Dans les transports ferroviaires, les conducteurs de trains de voyageurs doivent assigner à chaque passager le wagon ou le compartiment qui lui est destiné selon sa couleur. Tout restaurant ou tout autre endroit où est servie de la nourriture sera illégal s'il ne prévoit pas de salles distinctes pour les personnes blanches et de couleur, à moins que celles-ci ne soient efficacement séparées par une cloison pleine s'étendant du plancher vers le haut à une distance minimale de 7 pieds et à moins qu'une entrée séparée soit prévue. Pour le mariage, tout mariage entre une personne blanche et une personne nègre, ou entre une personne blanche et une personne d'ascendance nègre à la 4e génération, est interdit. Pour les cohabitations, tout nègre et toute femme blanche, ou tout homme blanc et toute femme nègre, qui ne sont pas mariés et qui vivent habituellement ensemble, ou occupent la même chambre la même nuit, sont punissables d'un emprisonnement pouvant dépasser 12 mois, ou d'une amende maximale de $500. Pour la promotion de l'égalité, toute personne qui sera reconnue coupable de l'impression, de l'édition ou de la circulation de tracts ou pétitions recommandant ou présentant au public des informations, des arguments ou des suggestions en faveur de l'égalité sociale ou en faveur du mariage entre blancs et nègres, sera coupable d'un délit et risquera jusqu'à $500 d'amende ou 6 mois de prison. Aux entrées d'hôpitaux, il sera maintenu par les autorités de chaque hôpital et par l'État, pour le traitement des blancs et des patients de couleur, des entrées séparées pour les blancs et pour les patients et les visiteurs de couleur, et de telles entrées seront employées seulement par la race par laquelle elles doivent être employées. Dans les prisons, le surveillant veillera à ce que les condamnés blancs aient des lieux séparés pour dormir et pour manger de ceux des condamnés nègres. Telles furent les étapes très importantes dans le développement de la conscience de Martin Luther King face à ce problème qui touchait toute l'Amérique. À chaque étape de sa vie, un événement lui permettait d'aiguiser sa conscience. Il était toujours à la recherche d'une solution lui permettant d'éliminer le mal inhérent à la société. Il va trouver dans le pastorat un cadre expérimental à sa vocation de servir l'être humain. Il croyait au droit, car le droit pouvait interdire à quiconque de le lyncher. Il en avait aussi mesuré les limites. Le 14e amendement, promulgué juste après la guerre de sécession, était toujours lettre morte. Il lui fallait trouver autre chose en plus du droit pour pouvoir transformer radicalement le cours des événements. En tant que pasteur, il se livra à une véritable relecture de l'enseignement du Christ. Comment comprendre, vivre et faire vivre cette parole du Christ qui vient répondre à la question qu'il se posait depuis l'enfance? Comment ne pas haïr ceux qui vous haïssent? Il est dit en effet dans l'évangile de Matthieu, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Selon lui, un pasteur devait nourrir ses sermons de ses propres expériences et être avant tout dans la conscience de ce que vivent les gens. Cependant, il percevait que des préceptes, tels que aimer son ennemi ou tendre l'autre joue, n'étaient pas applicables à l'échelle d'une nation.
Et c'est avec l'expérience gandhienne de cette parole du Christ qu'il découvrit la méthode qui, en plus du droit, lui permettait de parvenir à la réforme sociale la plus radicale. Il comprit que la religion devait prendre en compte non seulement l'âme des hommes, mais aussi l'environnement social et les conditions économiques de ces hommes. Loin d'opposer religion et idéologie sociale, il procéda à la confrontation de l'enseignement du Christ aux doctrines des idéologies communistes et capitalistes qui avaient divisé le monde en deux blocs et qui s'affrontaient d'une manière impitoyable jusqu'à instaurer des dictatures un peu partout dans le monde. À propos du communisme et du capitalisme, Martin Luther King nous livre ses réflexions. Pendant les vacances de Noël 1949, j'avais décidé de consacrer mes loisirs à la lecture de Karl Marx pour essayer de comprendre l'attrait qu'exerce le communisme sur tant de gens. Pour la première fois, j'ai soigneusement étudié le Capital et le manifeste du Parti communiste. J'ai aussi lu quelques ouvrages qui commentent la pensée de Marx et de Lénine. En lisant ces textes communistes, j'ai tiré certaines conclusions qui, jusqu'à ce jour, fondent mes convictions. Premièrement, je rejette leur interprétation matérialiste de l'histoire. Le communisme tel qu'il se veut, c'est-à-dire séculier et matérialiste, ne fait aucune place à Dieu. Cela, je ne pourrai jamais l'accepter. Car en tant que chrétien, je crois qu'il y a dans cet univers une puissance personnelle créatrice qui est le terreau et l'essence de toute réalité. Une puissance qui ne peut pas être expliquée en termes matérialistes. C'est finalement l'esprit et non la matière qui gouverne l'histoire. Deuxièmement, je désapprouve avec vigueur le relativisme éthique du communisme. Si la collectivité ne reconnaît aucun gouvernement divin, aucun ordre moral absolu, il n'y a pas de principe fixe et immuable. Aussi, par voie de conséquence, presque tout, la force, la violence, le meurtre, le mensonge, peut servir de moyen justifié à une fin millénariste. Troisièmement, je suis opposé au totalitarisme politique du communisme. Dans le communisme, l'individu se trouve assujetti à l'État. Certes, le marxiste soutiendra que l'État est une réalité provisoire et qu'il sera éliminé dès que la société sans classe aura fait son apparition. Mais tant qu'il continue, l'État reste une fin en soi et l'homme n'est qu'un moyen employé à cette fin. Malgré toutes ces fausses hypothèses et ces méthodes pernicieuses, le communisme en est venu à exprimer une protestation contre les épreuves subies par les déshérités. Le communisme, en théorie, met l'accent sur l'avènement d'une société sans classe et sur un souci de justice sociale, même si le monde sait, pour en avoir fait la triste expérience, que dans la pratique, il crée de nouvelles classes et un nouveau répertoire d'injustice. Le chrétien devrait toujours se laisser remettre en question par toute forme de protestation contre le traitement injuste dont sont victimes les pauvres. Marx nous a mis en garde contre le danger que constitue le profit quand cette motivation est l'unique fondement d'un système économique. Le capitalisme fait toujours courir aux hommes le risque de ne s'intéresser qu'à leurs moyens d'existence, au lieu de penser à donner un sens à leur existence. Ma lecture de Marx m'a convaincu du fait que la vérité ne réside ni dans le marxisme, ni dans le capitalisme traditionnel. L'un et l'autre contiennent une vérité partielle. Tout au long de l'histoire, le capitalisme n'a pas su voir la vérité que contenait l'entreprise collective et le marxisme n'a pas su voir la vérité que contenait l'entreprise individuelle. Le capitalisme du 19e siècle n'a pas réussi à comprendre que la vie est un phénomène social. Et de son côté, le marxisme n'a pas réussi et ne réussit toujours pas à comprendre que la vie est un phénomène individuel et personnel. Le royaume de Dieu ne se fonde ni sur la thèse de l'entreprise individuelle, ni sur l'antithèse de l'entreprise collective, mais sur une synthèse qui concilie les vérités contenues dans l'une et dans l'autre. Dans une lettre à Coretta, il s'engage dans une critique du capitalisme. Je viens de finir la lecture du livre d'Edouard Bellamy, Looking Backwards, qui m'a tout à fait stimulé. Il ne peut y avoir de doute là-dessus. Bellamy possédait la vision du prophète social et en même temps le cerveau perspicace d'un sociologue. Ce livre m'a plu parce qu'une grande partie de son contenu est conforme à mes idées fondamentales. Tu sais déjà,
j'imagine, que mes théories économiques sont beaucoup plus socialistes que capitalistes. Et pourtant, je ne suis pas hostile au capitalisme au point de ne pas voir ses limites relatives. Ce système s'est développé à partir de motivations nobles et élevées, à savoir la volonté de mettre un terme au monopole commercial des nobles. Mais comme la plupart des systèmes humains, il est devenu la victime de la chose même contre laquelle il s'est révolté. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le capitalisme a fait son temps et perdu son utilité. Il a donné naissance à un système qui ôte le nécessaire aux masses pour donner du luxe aux classes supérieures. Je pense donc que Bellamy a raison lorsqu'il annonce le déclin progressif du capitalisme. Pour Bellamy, le changement devrait venir d'une évolution et non d'une révolution. C'est, me semble-t-il, la façon la plus raisonnable et la plus morale d'introduire un changement social. Fervent défenseur de la démocratie, il était aussi conscient, non pas de ses manquements, mais de l'état de léthargie antiprogressiste dans laquelle l'avaient plongé ceux qui se réclamaient d'elle. Il est bien triste de voir qu'en raison de leur attachement à leur confort, de leur complaisance, d'une peur morbide du communisme et de notre aptitude à nous adapter à l'injustice des nations occidentales à qui l'on doit une si grande partie de l'esprit révolutionnaire du monde moderne, sont devenus archi-anti-révolutionnaires. C'est ce qui a conduit bien des hommes à penser que le marxisme détient le monopole de l'esprit révolutionnaire. Aussi, l'existence du communisme est-elle une condamnation portée contre notre inaptitude à inscrire la démocratie dans la réalité et à parachever les révolutions que nous avons mises en train. Notre seul espoir réside aujourd'hui dans notre aptitude à ressaisir l'esprit révolutionnaire et à nous jeter dans l'arène d'un monde parfois hostile pour déclarer une guerre éternelle à la pauvreté, au racisme et au militarisme. Fort de ce puissant engagement, dénonçons hardiment le statu quo et les injustices consacrées pour accélérer la venue du jour où tout vallon sera relevé, toute montagne et toute colline seront rabaissées, tout éperon deviendra une plaine et tout mamelon une trouée. Une authentique révolution des valeurs signifie, en dernière analyse, que nos allégeances doivent être œcuméniques et non plus sectorielles. Chaque nation doit désormais se sentir liée par-dessus tout à l'ensemble du genre humain pour préserver ce qu'elle a de meilleur dans sa société individuelle. L'université de Boston, où il obtient son doctorat, allait être le lieu de parachèvement de la quête de la vérité. En effet, à Boston, il allait trouver un optimisme qui prend source dans une foi profonde dans les possibilités des êtres humains, le juste milieu entre le libéralisme et la néo-orthodoxie, une justification métaphysique et philosophique à l'idée d'un Dieu personnel, une base métaphysique à la dignité et à la personnalité de toute personne humaine. À Boston, il comprit que la vérité c'est le tout, et que l'évolution vient des oppositions. Cela lui fournit une méthode philosophique cohérente et rationnelle. À Boston, en fin de formation, il est convaincu de la non-violence comme outil dans la quête de la justice raciale. À l'âge de 29 ans, Martin Luther King venait de réaliser que le bon sens de la société conduisait sa génération à trouver les moyens de remplir les 4 fonctions de l'existence dans la ségrégation. C'était tout à fait à l'opposé de ce qu'il considérait comme nécessaire à la réalisation de la dignité intérieure. Sa conscience du problème était posée. Comment entamer une action, toute locale soit-elle, qui ait la puissance de toucher la conscience de la nation américaine tout entière? Et voici qu'un jour, 6 mois après son départ de Boston, une dame du nom de Rosa Parks lui offrit par amour de la vraie dignité l'occasion de commencer à rendre visibles les débuts de son rêve de voir une Amérique débarrassée des vieux démons du racisme. Il était conscient du risque qu'il courait quant à sa sécurité et celle de sa famille. Sa conviction et son engagement faisaient qu'il avait dépassé toute forme de peur et qu'il ne craignait pas la solitude de la prison. Les menaces de mort renforçaient sa conviction de la nécessité d'offrir sa vie pour un idéal.
À cette occasion, il dira: Je vous le dis ce matin, si vous n'avez jamais rencontré rien qui vous soit si cher, si précieux que vous soyez prêt à mourir pour ça, alors vous n'êtes pas apte à vivre. Vous pouvez avoir 38 ans, comme il se trouve que je les ai, et un certain jour, une grande occasion se présente à vous et vous appelle à vous dresser pour une grande cause, ou une grande affaire, ou un grand principe. Et vous refusez parce que vous avez peur. Vous refusez parce que vous avez envie de vivre plus longtemps. Vous avez peur de perdre votre popularité, ou d'être poignardé ou abattu, ou qu'une bombe soit lancée sur votre foyer. Aussi refusez-vous de vous dresser pour venir à la barre. Eh bien, vous pouvez continuer à vivre jusqu'à 90 ans, mais vous êtes aussi mort à 38 ans que vous le serez à 90. Et quand vous aurez cessé de respirer pour de bon, ce ne sera que l'annonce tardive d'une mort de votre esprit, survenue depuis bien longtemps. Vous êtes mort quand vous avez refusé de vous dresser pour la bonne cause. Vous êtes mort quand vous avez refusé de vous dresser pour la vérité. Vous êtes mort quand vous avez refusé de vous dresser pour la justice. Ne croyez jamais que vous n'avez personne sur qui compter. Allez en prison si c'est nécessaire, mais vous n'y allez jamais seul. Prenez position pour ce qui est juste, même si le monde peut se méprendre sur vous et vous critiquer. Mais vous n'êtes jamais seul, car j'ai lu quelque part qu'un homme, s'il est avec Dieu, forme une majorité. Il va bousculer les institutions, jusque dans leur raison d'être. Conscientiser les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires et religieux, rappeler aux gestionnaires du sacré leur engagement aux côtés du Christ à soutenir les pauvres et les démunis, donner aux hommes politiques le courage de dépasser les clivages idéologiques, conservateurs, républicains ou démocrates. Il va jusqu'à porter le problème au bureau ovale de la Maison-Blanche, mettant ainsi les chefs d'État devant leur responsabilité de gardiens et défenseurs de la Constitution américaine, qui garantissait la liberté à tout citoyen, selon le préambule de la Constitution et les 14e et 15e amendements. Il sera sur tous les fronts, conscientisant enfants, jeunes, femmes, hommes, noirs, blancs, jaunes, sur la nécessité que ce n'est qu'ensemble qu'on peut vaincre l'injustice et faire triompher la liberté. Et comme pour marquer l'histoire de l'humanité dans sa marche vers la liberté et la justice, il organisera en 1963 la marche sur Washington. Il y tint ce fameux discours qui allait marquer toutes les consciences, non seulement américaines, mais celles de toute cette humanité, éprise de paix et de justice. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today I
have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, "My country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring." Certes, le 4 avril 1968, le rêveur sera assassiné. Malgré cela, le rêve du rêveur, lui, 40 ans plus tard, est devenu réalité. Abordons maintenant une page non moins importante, bien que fort discrète, de la vie de Martin Luther King. C'est la place de son épouse, rencontrée à Boston. Comme on s'accorde à le dire, derrière tout grand homme se cache l'ombre d'une grande femme. Pour Martin Luther King, il s'agissait d'une dame à la noblesse de caractère exceptionnelle. En effet, la conception que Martin Luther King s'était faite du partenaire de vie idéal était inspirée du couple de ses parents. L'enfance de Martin Luther King, qui avait baigné dans un climat d'amour, sans l'ombre d'une dispute entre ses parents, lui a permis de comprendre la symbiose qui doit exister entre Marie et son épouse, et plus encore, l'harmonie nécessaire qui vient de ce que les deux partenaires regardent ensemble dans la même direction. Il nous fait part de ce que furent les caractéristiques d'une femme comme Coretta, qui lui a permis de se hisser jusqu'au sommet de la montagne, comme il l'a dit. Ces caractéristiques sont les suivantes. Je ne voulais pas épouser une femme avec qui je n'aurais pas pu communiquer. Il me fallait une femme qui défendrait les mêmes causes que moi. Je voudrais pouvoir dire que je l'ai poussée dans cette voie, mais je dois avouer que nous nous sommes épaulés l'un l'autre, car à l'époque où je l'ai rencontrée, elle était aussi activement engagée et militante que maintenant. Le dévouement de mon épouse est une source constante de consolation qui m'aide à traverser toutes les difficultés. Dans les moments les plus tragiques, elle ne s'est jamais affolée ou alarmée outre mesure. Aussi ai-je fini par comprendre la véritable signification de ce lien commun. Une femme peut faire ou défaire son mari. Mon épouse s'est toujours montrée plus forte que moi tout au long de la lutte. Bien qu'elle éprouve des craintes et des angoisses naturelles pour mon bien-être, elle ne les laisse jamais entraver ma participation active au mouvement. Coury affiche la trempe de ses épouses dont les qualités font la force d'un mari, chaque fois qu'il pourrait si facilement être défait. Dans les moments les plus sombres, elle m'a toujours apporté la lumière de l'espoir. Je suis persuadé que si je n'avais pas eu auprès de moi une femme avec le courage, la force et le sang-froid de Coury,
je n'aurais pas pu surmonter les épreuves et les tensions inséparables du mouvement. Un des aspects déprimants de ma vie provient des lourdes obligations que m'impose mon engagement dans le mouvement des droits civiques, comme la lutte pour la justice et la paix. Je suis obligé de rester absent de chez moi, bien souvent, et cela me prive beaucoup de ma famille. Il est tout bonnement impossible d'assumer les responsabilités d'un père et d'un mari quand on subit ce genre de contraintes. Mais heureusement, j'ai une épouse des plus compréhensives qui essaie d'expliquer aux enfants pourquoi je dois tellement m'absenter. Je pense que dans le fond, ils comprennent, même si c'est très dur pour eux. Après nous être mis mutuellement au courant de ce qui s'était passé dans la journée, je lui ai avoué, non sans hésiter, car je ne savais quelle serait sa réaction, que j'avais été élu président de la nouvelle association. Je n'aurais pas dû me faire de soucis. Naturellement étonnée, elle a compris pourtant que si cette responsabilité m'était échue, je n'avais pas d'autre solution que de l'accepter. Il n'était pas nécessaire de lui dire que nous allions avoir encore moins de temps à passer ensemble. Elle ne paraissait pas troublée par les dangers éventuels qu'allait faire courir à tous ma nouvelle position. « Tu sais, a-t-elle calmement dit, je te soutiendrai, quoi que tu fasses. »